Bonjour et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, nous recevons Florian Aiglin, écrivain suisse qui a sorti cette année le livre En pleine lumière aux éditions BSN Presse, première fiction en langue française sur le MMA. Il nous livre le récit de Lucas Parisi, 16 ans, grand fan de MMA et notamment de Conor McGregor. Bonjour Florian et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Et le Big Three que vous connaissez maintenant est de retour avec nos deux superbes journalistes de l'équipe. Bonjour Jérôme Guillas. Mais oui, bonjour à tous. Bonjour Alessandro Bitsus. Bonjour à tous. Et enfin, je suis Guillaume Dussault, heureux d'animer cet épisode qui risque fort de révéler le plus sombre côté de mon fanboyisme, notamment dédié à Conor McGregor. Au programme ce mois-ci, on s'intéresse aux superstars du MMA et donc en particulier au Notorious. Quand va-t-il revenir ? Va-t-il revenir ? Est-ce que l'UFC n'a plus besoin de lui ? En fait-il trop ? Vous allez tout savoir dans quelques minutes, attention. Ensuite, on fera le point sur la situation de Khabib Nurmagomedov, l'invaincu dagestanais, vainqueur de Conor McGregor en octobre dernier, qui revient à l'UFC Abu Dhabi en septembre prochain pour tenter d'unifier le titre lightweight face au champion intérimaire Dustin Poirier. Et enfin, parce que KO couvre tous les sports de combat, on s'intéressera au phénomène bare knuckle, donc ces fameux sports de combat à main nue qui défraient la chronique outre-Atlantique. Va-t-on finalement trop loin dans les sports de combat ? Premier thème du jour, donc Conor McGregor. L'UFC a-t-elle encore besoin de sa superstar ? D'abord une chose, qu'on l'aime ou non, McGregor, ce qu'on peut dire c'est que c'est la plus grande star de l'histoire du MMA. Il a dépassé le cadre du sport et battu tous les records de l'UFC en termes d'audience et de salaire. Et sportivement, il est devenu le premier champ de l'histoire de l'organisation, donc champion dans deux catégories simultanément. Sa victoire par KO en 13 secondes contre José Aldo, alors considéré comme le plus grand featherweight de tous les temps, et le KO le plus rapide de l'histoire de l'organisation en combat pour le titre. Et en 2017, on va dire qu'il a gagné en autorité du grand public avec le plus grand combat, on va dire, de l'histoire en termes de le combat le plus lucratif de l'histoire, exactement, contre Floyd Mayweather. Le combat à $1 milliard. Exactement. Et donc McGregor, c'est aussi un whisky qui cartonne, Proper 12, une marque de prêt-à-porter Auguste McGregor, un programme d'entraînement McGregor Fast et de très lucratifs contrats de sponsoring, mais aussi des frasques et des scandales. Donc pour toi, Florian, finalement, qu'est-ce qui représente Conor McGregor ? Je pense que pour le grand public, quand on pense MMA, assez souvent on pense directement à lui, à Conor, parce que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la personnalité du MMA qui, à tort ou à raison, dépasse complètement les limites du sport. Ensuite, est-ce que c'est pour quelque chose de bien ? Est-ce que c'est pour le moins bien ? Ça dépend de quel point de vue on se place, je pense. Moi, je crois que Conor McGregor est un très bon combattant. Il est très talentueux. Il s'est construit un personnage qui lui a permis ensuite de devenir assez rapidement celui qu'il est, à savoir une star planétaire et d'aller, c'est quand même assez large. Le combat contre Mayweather, c'est fou parce que quelques années auparavant, McGregor c'était personne, alors que Mayweather, lui, c'était déjà depuis extrêmement longtemps une immense personnalité du monde de la boxe. Et il s'est permis d'aller le défier au point où Mayweather s'est intéressé à lui et a accepté de combattre contre lui. Donc c'est vrai que sa personnalité est telle que ça lui a permis de devenir celui qu'il est. Et peut-être que aussi ça le phagocyte lui-même un petit peu, parce que peut-être qu'on est arrivé au bout de ça. Il y a même des gens qui croyaient qu'ils pouvaient battre Mayweather. On en était arrivé là, quoi. Exactement, c'est toute la force de McGregor qui arrive à vendre ses combats, mais au-delà de ça, de sa personnalité, de son trash talking et toutes ses capacités à bien parler, il y a aussi un style dans la cage en particulier. Jérôme, est-ce que tu peux d'abord présenter le style Conor McGregor ? C'est un style bien particulier. Il est gaucher déjà, avec une garde très basse. C'est vraiment sa marque de fabrique, avec parfois même les mains dans le dos. C'est un puncher, évidemment. Il a 18 KO sur 21 pour 21 victoires. 4 défaites, à chaque fois par soumission. Donc c'est pas un combattant qui a mal au sol, très clairement. Il préfère rester debout. Il a un gros punch dans la main gauche. Un super crochet du gauche, ouais. Un super crochet du gauche, absolument. Et voilà, un style un peu félin, un peu sauvage, avec des appuis très très larges au sol pour justement avoir beaucoup de puissance quand il décoche sa gauche. Il bouge aussi extrêmement bien. Il défend très bien les takedowns malgré tout, même s'il n'est pas allé au sol, justement, pour cette raison-là, en partie. Et toujours avec un timing particulier, un peu comme Max Holloway, c'est-à-dire il a cette capacité à délivrer des coups quand les autres sont soit en récupération ou en préparation de lancer un coup. C'est très très fort. Ouais, ça c'est surtout, je pense, mais tu l'as un peu dit aussi, c'est le jeu de jambes surtout. Moi, c'est toujours ça qui m'a impressionné chez McGregor, c'est sa faculté à aller super vite avec ses jambes et de trouver des angles
notamment avec son fameux crochet du gauche où il a mis quasiment KO tous ses adversaires quand il a gagné. C'était souvent grâce à son fabuleux jeu de jambes et son enchaînement crochet du gauche. Ouais. Et au-delà de ça, il arrive surtout à donner envie aux gens de regarder ses combats. Il y a ce fameux Anywhere, Anytime, donc n'importe où, n'importe quand. Et le Mystic Mac, le personnage qui s'est créé, capable de prédire le déroulé d'un combat et puis ensuite d'assumer dans la cage. Il y a son trash talk pour déstabiliser ses adversaires. Tout cela, à chaque fois, donc vraiment en enchaînant les KO. Pour toi, Alessandro, est-ce que c'est vraiment ce qui fait qu'il est aussi impressionnant ? Bah oui, c'est clair que cette façon de combattre a toujours été, ça a été apprécié. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, c'est comme une comète, quoi. Il y avait pas un grand visage à l'UFC, pas une star comme Conor McGregor. Et c'est vrai que quand il est arrivé, il a fait un bruit énorme. Et on peut faire du bruit, parce que d'ailleurs, depuis qu'il est devenu populaire, tout le monde essaie de l'imiter, mais là, je vais sortir une phrase un peu bateau, mais toujours imité, jamais égalé. Il n'y a personne qui a réussi à faire... Bateau. Merci, Jérôme. Mais donc, quand il est arrivé, il a beaucoup parlé, mais il a toujours assumé, et c'est pour ça qu'on l'appelle Mystic Mac, comme tu l'as dit, parce qu'après un combat, je sais plus, je crois contre Dustin Poirier, où il avait dit qu'il allait le mettre KO dès le premier round, et effectivement, il l'a mis KO dès le premier round, et il a dit, oui, je suis Mystic Mac, parce que je prévois ces choses, tout simplement. Et c'est ce personnage qui plaît tant aux gens, qui peut aussi ne pas plaire, mais qui a fait aussi sa renommée. Et c'est comme ça qu'il s'est construit cette réputation de combattant exceptionnel que tout le monde a envie de suivre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça aussi la touche Conor McGregor, c'est que même quand on l'aime pas, on suit quand même ce qu'il fait et on écoute ce qu'il dit parce qu'on sait qu'il va toujours faire le show. Il y a cette phrase aussi qui plaît beaucoup à Florian, je crois. Il avait déclaré sur l'octogone. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit que c'était le meilleur moment pour s'excuser absolument envers personne. Voilà. Et j'ai repris ça de mon bouquin. Je trouvais que c'était pas mal parce qu'en anglais ça sortait bien. Il y avait un bon timing. Et puis en même temps, il y avait ce moment d'attente. Il a sorti la phrase. Il va s'excuser, c'est de la folie. Contre Eddie Alvarez, à la fin du combat. Bon, en plus c'était un moment. Ça tombait bien. C'était un très beau combat. Il avait donné une leçon de striking absolument incroyable. Mais de nouveau, comme le combat contre Aldo, et c'est là aussi sa grande force, un combat qu'il avait gagné d'avance. Oui. C'est-à-dire je suis tout à fait d'accord avec ça. Alvarez avait dit t'es le mec le plus facile de la catégorie, mais c'est pas vrai. Et d'entrée de jeu, quand ils se sont touchés les poings, on a vu qu'Alvarez était dans ses petits souliers, et ensuite il n'a pas osé se déployer face à Conor McGregor. C'est là aussi où il est très fort, je trouve, c'est qu'il est très fort dans sa tête. Hein. Si on compare deux figures emblématiques de l'UFC, Ronda Rousey et puis lui par exemple, elle quand elle a perdu, on n'en a plus entendu parler, elle a disparu pendant 1 an. Lui quand il se fait étaler par Ned Diaz, le jour disait ouais mais c'est bon, moi j'ai essayé, c'est toujours moi le champion, c'est bon, j'ai appris un truc. Il a pas bougé dans sa tête. En plus dans et puis il a dit tout de suite, on va tout de suite programmer le combat revanche. Ça se passera pas comme ça, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Alors il a gagné pas forcément de manière éclatante, mais c'est vrai qu'il a gagné dans sa tête. Il a pas bougé. Et là, je trouve qu'il est très fort. Et puis aussi à la base, parce que je me souviens quand je l'ai découvert, j'avais vu des vidéos d'entraînement, et là où je trouvais qu'il était original, c'était sa manière de s'entraîner. Il s'entraînait à l'époque avec Ido Portal, ce spécialiste du mouvement espagnol, là, et je me disais, ouais, il s'entraîne différemment. Les autres se moquaient encore un petit peu de lui à l'époque, mais il y avait une autre manière d'approcher les arts martiaux. Ça, je trouvais intéressant aussi. Et donc, après son fameux trash talk où il s'est faussement excusé, quand il était devenu champion, donc champ le premier, est-ce que toi tu trouves qu'on en a fait trop un petit peu de cette victoire-là au Madison Square Garden pour la première de l'UFC d'ailleurs dans la salle mythique ? Florian ? Non, c'était pas rien. C'était d'autant plus impressionnant que quelque part, c'est ce qu'il avait prévu et c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Quand on regarde un petit peu les 12 000 vidéos de motivation, d'entraînement qui existent avec Conor McGregor, on le voit déjà quand il est au tout début de sa carrière et que physiquement il ressemble encore à rien, il a les boutons, il dit « Moi, je veux des ceintures. Je veux les 2 ceintures, une sur chaque épaule. » Et quelque part, ça, je pense que cette phrase, c'est à la fois sa force et à la fois sa limite. Parce que maintenant, c'est fait. Il a eu les 2 ceintures. C'est bon, il les a eu, une sur chaque épaule. Il les a pas défendues. Et quelque part, son combat contre Nurmagomedov, je suis même pas sûr qu'il avait envie d'y aller. Ah, il avait clairement pas envie d'y aller. Attention, on en parlera dans quelques minutes parce que ce combat-là. Hein. Donc finalement, McGregor aujourd'hui, c'est aussi un businessman. Donc l'ancien plombier qui est maintenant le 21e sportif le mieux payé de la planète selon Forbes, avec 47 millions de dollars empochés en 2018. C'est pas mal. Pas mal, correct. 32 millions en salaire pour son combat contre Khabib et 15 millions en sponsoring et activités externes, donc, dont le whisky. Pour toi, finalement, Jérôme, qui suit le MMA depuis un moment, il a clairement changé, on va dire, la vision des choses pour un combattant de MMA du point de vue du salaire. Il a fait énormément de bien aux combattants, à tous les combattants, y compris ceux qui gagnent pas grand-chose et qui ont du mal à payer leur loyer, leur bagnole, leur essence. C'est pas un hasard si tout le monde veut l'affronter. Évidemment.
c'est le moneymaker numéro 1 encore aujourd'hui. Comme il le dit, je suis le money fight, comme il le dit. Exactement. Il a tout changé, il a changé plein de choses. Le trash talking, effectivement, il est du niveau de Mohamed Ali, très clairement. Un mec qui pouvait gagner ses combats avant de les faire. Il était dans la tête de l'adversaire, il s'est vraiment inspiré d'Ali pour ça, et c'est une de ses très grandes forces. Il a tout changé, oui, il a permis aux combattants d'être mieux payés, d'être mieux respectés, d'avoir plus de considération de la part de l'UFC. Il a fait beaucoup de bien à son sport, aux combattants, et il a fait aussi, paradoxalement, beaucoup de mal, à la fois au sport et à d'autres combattants, en essayant de les humilier ou en les forçant à adopter une posture non naturelle. Ce que fait McGregor, il le fait naturellement. Il joue pas tant que ça un personnage, je crois. Je crois pas tant que ça. Il est comme ça. C'est une grande gueule avant tout, irlandais. C'est aussi pour ça qu'il plaît autant aux Américains. Voilà, il a un petit côté wasp. Ouais, il a une grosse aura aux États-Unis parce que voilà, il a ce personnage grande gueule irlandais qui plaît bien. Et donc il est devenu icône véritablement du MMA, donc lors de sa victoire contre Eddie Alvarez en 2016, où c'est là qu'il s'était faussement excusé. Ensuite il s'était lancé un défi, au début qui est paru assez farfelu, puisqu'il a dit je vais affronter Floyd Mayweather, il avait dit ça dans une interview, et finalement à grand coup de trash talk, de sortie médiatique, le combat finalement s'est fait, qui a été un énorme succès financier et médiatique. Donc pour rappel, Mayweather a empoché 300 millions de dollars environ, McGregor 100 millions en comptant bien évidemment les bonus pay-per-view. Pourquoi est-ce qu'il s'est lancé finalement un tel défi? Parce qu'on peut se dire que sportivement c'était perdu d'avance. Oui, mais je pense que c'était pas son but prioritaire. Conor McGregor l'a déjà dit dans plusieurs interviews, il est obsédé par le fait de faire de l'argent. Et ça, il l'a déjà dit plein de fois, même quand il arrivait à l'UFC. Évidemment, il y a l'histoire des ceintures, évidemment que ça compte, et qu'il était intéressé aussi par ça. Mais il l'a déjà dit plein de fois, et d'ailleurs, il continue à le répéter, c'est que son but, c'est de faire le plus d'argent possible. Et là, cette occasion qu'il a eue avec Floyd Mayweather, c'était évidemment une occasion en or, et il l'a saisie. 100 millions de dollars pour un combat, il lui aurait fallu combien de combats à l'UFC pour ramasser une telle somme? Tu vois, c'est pour ça qu'évidemment, il a fait ça, parce que financièrement, c'était l'occasion du siècle pour lui. D'ailleurs, même avant le combat, il disait que peut-être, il parlait déjà de finalement, avec ce que je vais gagner, je vais peut-être me retirer, parce que ça ne sert plus à rien, puisque je vais avoir tellement d'argent. Voilà. Et pour toi, Florian, une fois qu'il avait accompli, on va dire, son rêve de devenir champ, il y avait plus rien d'autre à faire contre Mayweather? Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu programmé pour ça. Ensuite, je trouve que ce combat, c'est un peu une manière de reprendre le jeu à son compte. C'est-à-dire que, comme Jérôme le disait, effectivement, alors il y a des champions, c'est sûr, et qui gagnent pas mal de fric, mais quand on regarde la liste des salaires de l'UFC sur une carte, même des fois importante, il y a des gens qui vont gagner 30 000 $. Et oui. Et on se dit, je veux dire, c'est fou. Et ces gens, ils se prennent des coups. Donc c'est vraiment un métier de tâcheron, de mineur, quoi. Et quelque part, je m'excuse, il reprend le jeu à son compte en disant voilà, ok, c'est pas le combat qui vient à moi, c'est moi qui crée le combat, c'est moi qui crée l'opportunité, c'est moi le maître de ce jeu-là, parce que quelque part c'est moi qui prends les coups. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis sur le fait que certains sont très mal payés. Quand tu sors du top 5 de certaines divisions, effectivement, tu gagnes vraiment pas bien ta vie, parce qu'il faut rappeler que tu prends ce qu'on te donne en argent, enfin le salaire que tu as, il faut payer la prime à l'État en sortant de l'État, donc il faut que tu reverses une prime, il faut que tu payes tes entraîneurs, et au final, il te reste pas grand-chose. Donc le salaire minimum est de 10 000 $ voilà. pour combattre, et 10 000 $ en plus en bonus en cas de victoire. Voilà. Donc on est loin des 100 millions et des 300 millions. Des plus grandes stars. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on peut se poser la question pour McGregor qui n'a toujours pas combattu donc en 2019. Est-ce qu'il va revenir un jour à l'UFC? Parce que l'organisation et les adversaires potentiels de McGregor ne l'attendent pas. Mais il faut parler de la situation de l'UFC et notamment des droits TV avec ESPN. Et Sandro va nous parler de cet accord qui potentiellement peut tout changer, parce que c'est vrai que les fameux pay-per-view qui faisaient la richesse de Conor McGregor, là on voit qu'ils sont plus une telle influence. Et pour les stars de l'organisation aussi, on voit que le pouvoir de négociation a clairement basculé en faveur de l'UFC. Bah oui, parce que depuis avril 2019 et depuis l'UFC 236, il y a un accord avec ESPN qui porte sur 1,5 milliard de dollars sur 5 ans. Donc voilà, c'est un énorme accord qu'a signé l'UFC avec ESPN. Faut comprendre rappelons juste qu'ESPN, c'est Disney. Voilà, ce que j'allais dire, c'est ESPN, c'est comme pour chez nous, c'est comme TF1, quoi. Enfin, je veux dire, ça a autant d'audience que voilà, c'est la chaîne numéro 1 quasiment aux États-Unis. Complètement. Pour le sport en plus, surtout. Et donc à ce prix-là, donc ça fait quasiment 300 millions d'euros de droits télé chaque année pour ESPN, qui devient le seul diffuseur aux États-Unis. À titre de comparaison, chez nous, RMC a payé
environ un tout petit peu plus la Ligue des Champions, 300 millions d'euros aussi. Donc voilà, c'est pour faire un point de comparaison. Et donc le point principal de cet accord, c'est que ESPN paye 500 000 pay-per-view, quoi qu'il arrive, à chaque UFC. C'est-à-dire que peu importe combien ils vendent de pay-per-view, ESPN règle l'équivalent de 500 000 pay-per-view à l'UFC. Il faut savoir que depuis donc, cet accord, depuis l'UFC 236, il n'y a jamais eu plus de 100 000 pay-per-view d'acheter. Parce que les cartes n'étaient pas très Parce que les cartes n'étaient pas très sexy. On est d'accord Donc là-dessus. effectivement, ce que tu dis sur le pouvoir qui est restreint de négociation pour les combattants, c'est vrai. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le retour de Brock Lesnar, c'est notamment pour ça, parce que Brock Lesnar voulait une certaine somme, on parlait de 10 millions de dollars pour revenir, l'UFC lui a dit c'est 2,5 ou rien. Pourquoi ils ont adopté cette attitude ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de négocier, parce que ESPN paye tellement cher ce contrat qu'ils ne sont pas à la recherche d'argent supplémentaire. Alors évidemment, le fait que Brock Lesnar ne revienne pas, c'est Une bonne nouvelle pour le MMA. Ça, c'est l'avis de Jérôme, et c'est peut-être aussi le mien, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les spectateurs qui ont envie de voir forcément des grands noms, des grands combats. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une limite avec Conor McGregor, c'est-à-dire qu'avant, quand il n'y avait pas ce contrat, effectivement, c'était très important d'avoir des Conor McGregor, des Brock Lesnar, des Daniel Cormier, des John Jones, évidemment, qui font vendre énormément de pay-per-view. Mais là, comme tu es assuré d'avoir tes 500 000 pay-per-view, d'avoir cette recette, finalement, quoi qu'il arrive, que tu proposes une carte bidon ou pas, bah, t'es pas obligé de surpayer ta star. Tu peux lui dire, bah écoute, c'est 8 millions pour ce combat ou rien. Après, bon, les fans comme nous, on sera toujours là pour voir Évidemment. Rose Mais se prendre des slams contre Jessica Andrade. Évidemment, je pense qu'à un Pas moment, trop. ESPN, pour l'instant, allonge le chéquier sans broncher. Mais à un moment, je pense qu'ils vont dire, bon, ça serait sympa qu'il y ait quand même un gros combattant, qui est Conor McGregor, parce que effectivement, s'il y a Conor McGregor dans une carte, je pense que les 500 000 pay-per-view vont être atteints assez rapidement. Donc il y a la question financière, mais aussi l'aspect sportif qui est assez important pour Conor McGregor, qui est quand même toujours considéré comme un top combattant mondial, on va dire, dans la catégorie lightweight. Et pour moi, c'est aussi un des problèmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, mais est-ce que le fait qu'il soit dans cette catégorie lightweight, qui est peut-être la plus dense de l'UFC, est-ce que ça le bloque aussi pour un éventuel retour ? Oui, moi je pense, parce que je vois pas beaucoup de combats faciles pour faire un retour. Moi je pense que après son combat contre Mayweather, il est allé trop rapidement. Alors peut-être qu'il le devait contre Nurmagomedov. Il aurait fallu quand même se réhabituer à la distance MMA. Enfin, moi je pense, bon, c'est des gens qui font de la combat depuis longtemps, mais quand même, il aurait fallu se remettre un ou deux combats dans les jambes. Il l'a pas fait. Moi je pense que dans une optique sportive, il aurait fallu négocier un combat entre guillemets un peu un tour de chauffe, quoi. Parce que Nurmagomedov, qui est un combattant qui est difficile, qui est vraiment en partie particulièrement pour lui difficile, je pense que c'était s'attaquer, et ça a été prouvé à quelque chose de trop dur. Ensuite, dans la catégorie, ouais, c'est relevé. Les 5 premiers, ils sont tous forts. Donc, à cette époque-là aussi, comme il n'y avait pas encore le deal, il valait mieux faire un gros combat pour ramasser aussi le maximum de pay-per-view, hein, parce que si tu fais Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor et que tu fais un autre combat Conor McGregor contre n'importe qui d'autre, ça attirera forcément, je pense, moins de personnes. Là, il y avait le côté oui, parce qu'ils avaient Khabib lancé invaincu. le trash talk Voilà, depuis le trop trash longtemps, talk, et il y avait oui. trop de problèmes entre eux. Mais Et McGregor avait toujours cette aura aussi. absolument. Exactement. Qu'il a encore plus ou moins, qui s'est un peu effrité, mais voilà. Mais il y a quand même, il reste fait son quelque chose. retour sans problème dans l'octogone, il fera un carton d'audience assuré, quoi qu'il arrive. Il revient. Quoi qu'il arrive, les gens paieront pour voir McGregor. Mais on a vu aussi certaines critiques apparaître lors de son dernier combat. Enfin, même depuis, on va dire, le combat contre Floyd Mayweather, là aussi un petit peu plus contre Khabib Nurmagomedov, avec des provocations jugées limites. L'affaire du fameux bus qui a finalement, on va dire, accéléré toutes les négociations pour ce combat-là. La liste des affaires extrasportives qui s'allonge toujours plus au fil des mois. Pour toi, Jérôme, est-ce que finalement il commence à, lasser une partie du public, et est-ce que aussi il fatigue peut-être pas l'UFC ? Peut-être. Tu l'as rappelé, je crois que c'est l'affaire du bus qui a tout changé dans la carrière, dans la seconde partie de carrière de McGregor. Il fait son combat face à Mayweather, bon ok, tout va bien, il empoche 100 millions, au moins 30 millions sur le combat, plus les pay-per-view. Et ensuite, voilà, il se passe rien, il fait sa diva, il attend, ouais, peut-être je vais revenir, peut-être pas, je vais rester dans la boxe, je vais retourner au MMA, mais il me faut des défis intéressants. Et il y a ce pétage de câble à New York, à Brooklyn, où il attaque le bus. Et là, ça change tout. Il prend une autre dimension, il perd un peu déjà ce côté magique qu'il pouvait avoir. On se dit, ok, c'est un mec normal, voire c'est un poivreau qui est arrivé avec sa bande de potes, qui a tout défoncé dans
dans l'hôtel. C'était très bizarre pour une histoire de... On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, pour une histoire de son BFF de l'époque, Artem Lobov, qui a pris une gifle par le clan Khabib, voilà, pour une broutille de collégiens, voire même de cours de récréation de CE2, CM2. C'est le début de la chute, pour moi, l'attaque du bus pour Conor. Et ensuite, il a fini par lasser. Ouais, il a fini par lasser. Déjà, il est moins bon. Comme l'a dit Khabib lui-même dans sa conférence de presse avec Dustin Poirier, c'est un gars qui a fait un combat en 3 ans, il peut prétendre à rien, quoi. Moi, je lui donne pas de revanche parce que le gars, il a fait un combat qu'il a perdu lamentablement en 3 ans. Il a pas le niveau, c'est plus un combattant. Ça, c'est l'avis de Khabib, bien évidemment. Il a lassé, je crois, ses fans. Il a aussi lassé un peu l'UFC. Dana White a dit, il y a quelques jours, en guise presque d'adieu, d'hommage, personne ne le remplacera, il n'y aura qu'un seul Conor McGregor. Beaucoup ont essayé d'imiter, personne ne l'égalera jamais. Ah, ce que j'ai dit. Ça ressemble quand même au chant du cygne pour Conor. Et puis voilà, aujourd'hui, il fait du business, il le fait très bien, c'est une star des réseaux sociaux, il a su en jouer toute sa carrière, il a un nombre de fans, il a 45 millions d'abonnés, je crois. En tout cas, il a toujours pas combattu. Pourtant, il y a eu cette affaire de vraie fausse retraite. Il a dit qu'il allait prendre sa retraite. Finalement, non, ce ne serait pas officiel. Il parle tout sur chaque événement UFC. À chaque fois, on le voit sur les réseaux sociaux commenter les résultats. Il a été suspendu 6 mois après la bagarre générale, donc qui a été démarrée par Khabib Nurmagomedov après le combat de l'UFC 229. Khabib, lui, a pris 9 mois. McGregor donc pouvait revenir dès cette année, début avril 2019. Pourtant, il n'y a aucune trace de la poule aux œufs d'or de l'UFC dans l'octogone. Alors Florent, toi, est-ce que tu crois à un retour de Conor McGregor ? Mais pas vraiment. Moi, je pense que c'est chaud pour lui parce qu'en fait, s'il revient, il doit gagner cette fois. Moi, je pense qu'il doit gagner, sinon, il va vraiment perdre une bonne partie de son aura, sinon toute son aura. Et à la rigueur, je dirais quel que soit quand même pas quel que soit le combattant, mais disons, qu'il combatte un top 5 et qu'il revienne s'il veut revenir. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui va autour, quelque part, moi, j'ai pas l'impression que ce soit son objectif premier. Ensuite, c'est clair qu'il est devenu un peu addict à la présence sur les réseaux sociaux et qu'il peut pas s'empêcher de trash talker et puis d'envoyer des vannes. D'ailleurs, Nurmagomedov lui répond souvent assez bien. Mais non, là, je pense que c'est chaud parce que s'il revient, il doit gagner. C'est plus possible autrement. Mais avant la revanche contre Nate Diaz, il avait été un peu dans cette situation-là aussi où il avait perdu contre un gars qui avait eu 2 semaines pour se préparer. Il fallait qu'il gagne. Ouais, mais on avait mis ça un peu sur le fait, oui, c'est un accident. Tu vois, là, c'est quand même la 2e fois qu'il prend quand même une grosse tôle. Alors, contre Nate Diaz, c'était pas une tôle, mais contre Nate Diaz, en plus, il y avait eu un espèce d'excès de confiance. Il était pas bien préparé, même physiquement, je le trouvais. Il avait pas 10 kilos de moins aussi. Ouais, voilà. Il était, effectivement, il avait, tu vois, ça joue aussi, tu vois. C'était pas exactement la même situation, je trouve. Là, il a vraiment pris une énorme fessée contre Khabib. C'est sa dernière sortie, hein. C'est quand même un truc, c'est un peu dur à effacer. Et donc, oui, je suis totalement d'accord avec Florian. Il faut absolument qu'il se remette d'aplomb. En tout cas, il sera obligé de gagner parce que sinon, il fera plus partie du top de cette catégorie, c'est sûr. Ouais, Nurmagomedov, c'était l'ennemi construit, quoi, depuis longtemps. Ils n'arrêtaient pas de s'envoyer des vannes depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Voilà, maintenant, ça aussi, c'est fait. Les 2 ceintures, c'est fait. Le combat à 100 millions, c'est fait. Ouais, donc je vois pas... parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit, comme d'autres combattants de l'UFC, un combattant dans l'art, voilà. qui veut laisser sa trace. Tu vois, la vraie question, c'est est-ce que combattre l'intéresse encore ? Il a déjà laissé sa trace. Il est premier double champion simultané. Non, mais je suis d'accord. Il l'a fait en Cage Warrior, l'organisation précédente. Il l'a fait à l'UFC. Il a inventé une marche, le McGregor Walk, que certains footballeurs reprennent pour fêter leur but. Basketteurs c'est juste incroyable, des basketteurs. C'est vrai. Il a son business. Ma grand-mère connaît Conor McGregor, alors qu'elle a jamais vu un seul combat de MMA de sa vie. Aujourd'hui, il a dépassé son sport. Il est plus grand que son sport. C'est une icône populaire, il fait la une des magazines qui ne sont pas forcément spécialisés dans le sport. Il a laissé un héritage extra sportif qui est immense et sportivement qui est aussi super fort. Et il fait partie du club des 3 combattants qui ont gagné dans 3 catégories de poids différentes avec Anthony Pettis et Kenny Florian. Lui, il en a même fait 4. Enfin, il a combattu dans 4 catégories différentes. C'est juste, sportivement, c'est énorme ce qu'il a fait. Et face à Khabib, quand on regarde le combat, on se dit qu'il en a encore dans les jambes, quoi. Il a encore du jus. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense que mentalement, il n'était pas prêt. Physiquement, je pense qu'il est encore là. Enfin, il l'était, en tout cas à l'époque. Je ne sais pas si son hygiène de vie aujourd'hui lui permettrait de revenir en 2-3 mois pour un combat à haut niveau. Mais voilà, il a déjà laissé sa trace, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il peut rajouter en plus ? Prendre encore une 3e ceinture ? Bon, je ne sais pas, j'y crois pas trop, mais
C'est dommage. J'aimerais bien le revoir une dernière fois, face à un top 5, peut-être en feather plutôt qu'en lightweight. Ah non, je suis pas d'accord. Il faut qu'il reste en lightweight là. Ouais, Je sais redescendre, pas. là, Il c'est chaud. Ouais. redescendre. Ah, Déjà, mais- c'est dur. Ça sera plus facile pour Et lui. en plus, si jamais, ouais, bah voilà. Mais tu vois, je pense que c'est un point négatif s'il fait ça, parce que tout le monde va dire, il a peur de la catégorie lightweight. Ouais, il Et veut puis, il faut pas, qu'il arrive à faire il veut le pas se point frotter au aussi. meilleur. Oui, bien sûr. Bon, il y a Max Holloway en bas qui est, Ah qui est- oui, qui est très justement, fort. pour la revanche, ça Qui- serait bien. Une revanche, ça pourrait être pas mal, mais Max Holloway, c'est devenu. Non, mais la vraie revanche, c'est contre Khabib et contre personne d'autre pour Conor. Je suis désolé, mais on peut pas Je dire. ne sois le pas contraire. désolé, ça se défend très très bien comme argument. Il lui faudra au moins un combat de chauffe. Et là, aujourd'hui, quand on regarde, quand on prend ces notes et qu'on voit le top 10 de la catégorie lightweight, on voit qu'il y a énormément de noms. Est-ce que il y a un adversaire en particulier que vous voyez pour Conor McGregor, pour ce combat de retour, on va dire, de chauffe avant la revanche contre Khabib Nurmagomedov, qui fera encore plus d'argent pour l'UFC? Qui est 15e Compliqué, je sais pas. Ferguson. J'allais dire pareil. Ferguson, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est deux sauvages Voilà. dans une cage. Ça va être sanglant, ça va Puis ça va parler. parler énormément. Et d'ailleurs, Tony Ferguson a changé d'agent pour justement favoriser ce combat-là, parce qu'il était dans la même agence oui. que Conor McGregor. C'est une des raisons qui a fait que le combat ne s'est jamais fait. Oh, mais trop fort pour reprendre Ferguson. Je pense qu'il va se faire. C'est pour ça, qui est 15e Eh J'ai oui. pas en tête. Mais... Non, mais c'est vrai que quand tu regardes les 5 premiers, ça me paraît être trop élevé pour un combat de Il y avait reprise. Cowboy qui était intéressé, il l'a fait Cowboy, entière. Ça aurait Mais été- Cowboy aussi, il fait partie du top 5. C'est devenu un combattant hyper Oui, bankable, très bon, qui a Ah non, gagné il les est victoires. fort, Bon, mais il a perdu j'aurais été récemment. intéressé de le voir contre un de ces types qui est justement un peu à l'opposé de lui dans la mentalité, un de ces bons vieux combattants de l'UFC. En plus, il a déjà eu un peu de trash talking avec Cowboy Cerrone plusieurs fois dans certaines conférences de presse, donc c'est vrai que ça pourrait avoir. C'est Ronnie, ouais, c'est pas mal. Parce que Conor peut gagner. Et en Oui. faisant un bon combat, Voilà. ce serait pas un Mais- combat facile non plus. Non. Les autres, je sais pas. Florian, le mot de la fin sur Conor McGregor, est-ce que pour toi, aujourd'hui, en 2019, on peut toujours le considérer comme un combattant? Non, je pense plus, non. Non, parce que là, moi j'ai vraiment l'impression qu'il a tourné la page. Et puis être combattant, c'est un tel dévouement à la discipline, c'est un truc de fou. Enfin, l'entraînement, l'abnégation, là, il fait tellement d'autres trucs. Je le vois mal reprendre, comme Jérôme le disait, la discipline nécessaire à combattre qui que ce soit Cerrone, Ferguson ou Nurmagomedov. Je sais pas. Moi, comme je l'ai dit auparavant, j'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Il a dit, je veux faire ça, je l'ai fait. Et puis ensuite, quelque part, peut-être que lui-même ne sait pas très bien ce qu'il veut faire, dans le domaine, en tout cas, du combat. Même si, et c'est dommage, parce que c'est un type qui est, je pense, très talentueux et qui a une manière un peu différente d'aborder le combat. Hein. Comme tu le disais, les angles et tout ça, la manière de s'entraîner, c'est un combattant très intéressant. Et s'il se redonnait à fond au MMA, ça pourrait donner des très belles choses, quoi. On va suivre tout ça, en tout cas, avec attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UFC est en négociation avec Conor McGregor, qui lui voulait revenir à l'été. Dana White voulait qu'il revienne à l'été. Ça ne s'est pas fait. Ils étaient prêts à réserver le Madison Square Garden. Ça ne s'est pas fait non plus. Finalement, on a à la place de ce combat, donc Max Holloway contre Frankie Edgar au Canada. Ouais, bon. L'autre consolation, Ouais, voilà, exactement. vraiment. Maintenant, on va parler du taulier de la catégorie lightweight, celui qui a battu Conor McGregor en octobre dernier, Monsieur 27-0, Khabib Nurmagomedov, l'ours daguestanais, qui revient donc le 7 septembre prochain à Abu Dhabi, UFC 242, pour tenter d'unifier le titre lightweight face au champion intérimaire Dustin Poirier, donc qui a un bilan de 25-4 mais qui a fait d'énormes progrès sur ces dernières années, vraiment, et qui sort d'une super victoire contre Max Holloway, et qui pourrait être un gros test pour Khabib. Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Qui pourrait être un gros test, effectivement, mais il pourrait seulement. C'est toujours difficile de donner un pronostic sur un combat. Par définition, le sport de combat, c'est imprévisible, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai du mal quand même à voir Dustin Poirier, même si c'est un bon lutteur, trouver les solutions face à Khabib. La vraie inconnue, c'est dans quel état de forme sera Nurmagomedov. À mon avis, il s'entraîne comme un forcené depuis 6 mois. Il sera prêt, il aura le cardio qu'on connaît, c'est-à-dire juste impressionnant. Je ne sais pas s'il y a un mec à l'UFC qui a un meilleur cardio que lui. Je crois pas. Voilà. Donc Poirier, Khabib, gros avantage Khabib pour moi, mais sans trop de difficultés. Et Sandro? Je partage l'avis de Jérôme, parce que c'est vrai que
tu vois, on va revenir un peu sur Conor, mais depuis que Dustin Poirier a perdu contre Conor McGregor, il a fait des progrès incroyables, il faut le dire. Il s'est devenu un taulier de cette catégorie. Il a même battu Max Holloway il y a 2-3 mois où il lui a vraiment mis une sacrée raclée. La misère. Mais contre Khabib, ça me paraît encore trop léger. Il a l'air tellement fort. Ce côté... On a déjà mis Khabib face à des gros strikers, la preuve avec McGregor, et à chaque fois, il arrive à les plier en deux parce qu'il les amène au sol. Et Dustin Poirier, même si c'est un bon lutteur, un meilleur lutteur que Conor, c'est vrai, je pense qu'il fera pas le poids, malheureusement, parce que comme d'autres avant lui, il va essayer, mais Khabib va avancer vers lui, il va le bloquer, et ça va se finir au sol, il va lui faire très mal. Je suis pas très confiant pour Dustin Poirier. Même si, comme je l'ai dit, c'est un super combattant, mais je pense que ça le fera pas. Il sera en terrain hostile, il y aura un public totalement acquis à la cause de Khabib. Ça risque d'être une ambiance incroyable survoltée qui va booster Khabib. Ça peut être un très beau combat à voir, mais... Est-ce que Florent, tu vois quelque chose d'un peu plus disputé quand même? Un petit peu de suspense là. Disons que tout dépend de la manière dont Khabib va aborder le combat. Est-ce que justement, étant entre guillemets en terrain conquis à Abu Dhabi, il va pas vouloir faire comme il a fait pour son combat pour la ceinture et commencer à vouloir striker? Parce que c'est vrai que son combat pour la ceinture, c'est pas un combat super impressionnant. C'est contre Ali Quinta en avril 2018. Et il a combattu un gars alors qui est courageux, c'est clair, mais qui a pas le même niveau. Et comparé à ses combats précédents, il lui a pas tellement mis la misère. Il a pris quand même pas mal de coups. Et je sais pas si c'est un mec raisonnable, hein. Enfin, jusqu'à un certain point, on l'a vu, parce qu'il peut. Jusqu'à un certain Effectivement. Point, il peut quand même un peu péter les plombs. Je sais pas s'il est peut-être pris par la folie des grandeurs. Il se dit, je vais commencer à striker, échanger avec lui. C'est le seul risque que je vois, parce que sinon, c'est vrai, il a cette capacité complètement incroyable de choper un demi-centimètre carré d'un mec et puis ensuite de le bouffer comme un boa, quoi. Et les gens sont coincés contre la grille et puis ils font comme si rien se passait, mais ils sont coincés et puis ils prennent des avalanches de coups et c'est fini. Et puis c'est complètement épuisé, t'es à bout de souffle, t'as plus de force, t'as plus rien contre lui. Ah non, il les sort, les mecs. Il a ce truc-là, mais maintenant, voilà, est-ce qu'il va rester sur son terrain? Si c'est le cas, je pense que ça pourrait être disputé, mais je vois pas pourquoi il ferait autre chose, franchement. C'est le meilleur dans ce terrain-là, donc si jamais il est en difficulté, c'est ce qu'il va faire. Enfin, je vois pas, surtout Khabib, qui est quand même... c'est un maître tacticien, quoi. C'est pas quand même un gars qui fait des erreurs. S'il voit que Dustin Poirier commence à être un petit peu trop insolent en pied-point, il va tout de suite le calmer avec de la lutte ou quelque chose comme ça. Enfin, franchement, je vois pas autre chose. Il a prouvé qu'il avait un menton et qu'il avait une bonne droite aussi face à Conor. Ouais, attention. Qui pouvait faire mal en striking. On dit souvent, oui, il est pas terrible en pied-point, mais franchement, lui aussi, il a fait des progrès très belle, incroyables. mais c'est très efficace. Alors, exactement. Il touche, il est précis. C'est exactement ça. C'est pas très beau techniquement. C'est pas le plus beau en striking, mais c'est terriblement efficace. Ben moi, messieurs, je pense que Dustin Poirier va en surprendre plus d'un. Parce qu'il sera le premier à ne pas avoir trop d'appréhension contre Conor McGregor, je pense, au niveau du sol. Contre Khabib, pardon. Il a vu tout ce qui s'est passé précédemment et je pense que sa boxe en volume, sa puissance, et puis là, enfin, quelqu'un qui peut, on va dire, un petit peu discuter avec lui en lutte, je pense que pendant 2 rounds, il pourra faire jeu égal. Ensuite, ce sera très compliqué. On enregistre et on te ressort les bandes. Tu penses que Khabib peut donc perdre le premier round de sa carrière? Il a déjà perdu le 3e round contre Conor McGregor. D'après Conor McGregor, dans sa très bonne analyse. D'après les juges de l'UFC, attention. Jérôme, le 27-0 en MMA de Khabib Nurmagomedov, c'est un peu comme le 50-0 de Floyd Mayweather. Tout le monde en parle. C'est ce qui fait la renommée de Khabib. À quel point est-ce important dans cette discipline? Les combattants invaincus s'appelaient beaucoup à l'UFC. Jusqu'à très récemment, en tout cas. Ils étaient recrutés comme ça dans The Ultimate Fighter, la télé-réalité de l'UFC. Être invaincu, c'est quelque chose de... Ça pose son bonhomme, quoi. Pour être très clair. Floyd Mayweather invaincu 50-0, effectivement. Rocky Marciano, champion du monde des lourds, 49-0. Ça veut dire quelque chose d'être invaincu. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de perdre. On peut être très bon, on peut être considéré comme le meilleur du monde en ayant quelques défaites. On peut pas en avoir non plus 25. Mais oui, ça a quelque chose de particulier d'être invaincu. C'est ce qu'a très bien expliqué JSP. Voilà, pour lui, le dernier défi qui lui restait à accomplir, c'était de prendre Khabib, parce que pour lui, c'est le meilleur combattant du monde actuellement, et il est invaincu. Le fait d'être invaincu, ça parle aux fans, ça parle aux autres combattants, ça parle aux organisations. T'as une cible dans le dos. Ça parle à tout le monde, et voilà, et on a envie d'être le premier à faire tomber l'adversaire, évidemment. Donc oui, c'est quelque chose de très important.
Et ça pose Khabib comme l'un des tout meilleurs, évidemment. Sachant que personne n'a jamais eu une série de victoires aussi importante. Enfin, pour débuter sa carrière, personne n'a jamais commencé par un 27-0. Et donc là, la question que tout le monde se pose finalement, c'est qui est l'arme anti-Khabib Nurmagomedov? Qui peut le faire tomber? On se souvient que quand on avait reçu Fernand Lopez, donc patron du MMA Factory, coach de Francis Ngannou notamment, lors du 2e épisode du podcast, il nous avait parlé des déplacements comme la clé pour contrer les lutteurs. C'est ce que McGregor faisait très bien auparavant, notamment le combat contre Eddie Alvarez. Alors, Florian, toi, qui vois-tu faire tomber le Dagestanais? Alors, je sais pas si ce gars-là est encore arrivé, mais je pense que dans la liste des combats qu'il pourrait y avoir, Ferguson est pas mal. Hein. Et oui, je parce pense que ça va être Ferguson, tout notre choix. on l'attend depuis 4 fois, je crois que c'est que ça, 4 fois le combat a été annulé. Complètement. Je pense que là, ça pourrait être assez chaud parce que, bon, lui, il se déplace d'une manière aussi assez particulière. Il est quand même un peu fou. Il a un cardio énorme aussi. Et puis, il adore la bagarre, quoi. Il adore ça, vraiment. Et moi, je pense que ça peut être un très beau combat. Je pense que lui, il pourrait vraiment rivaliser, ouais. Sachant que Tony Ferguson a quand même la plus longue série de victoires de suite dans la catégorie lightweight, une de plus que Khabib Nurmagomedov. Enfin, vraisemblablement, c'est les deux qui doivent s'affronter. Toi, tu veux voir ce combat-là aussi, Sandro? Ouais, c'est celui que j'ai envie de voir. C'est pas que j'ai envie de dire un autre nom, mais je pense que quasiment personne ne fera l'affaire face à Khabib. Donc, Tony Ferguson, c'est vrai qu'il a ce côté un peu barré où il va vouloir aller au sol face à Khabib, et il est tellement fou qu'il pourrait réussir à l'embêter. Attention, c'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu, il sait ce qu'il fait au sol, c'est pas du tout un amateur. Et comme tu l'as dit, il aime la bagarre, il peut encaisser, il envoie, c'est une machine aussi. Je pense que si Khabib a le meilleur cardio, Ferguson doit pas être très loin quand même, parce qu'il a un cardio assez impressionnant aussi. Donc je pense qu'il coche vraiment lui aussi toutes les cases pour être vraiment... Alors tu vois, bizarrement plus que Poirier, je trouve. Oui, surtout que Tony Ferguson, toutes les limites, on va dire, dans ses combats, c'est à chaque fois quand il se prend ses knockdowns, donc debout, et c'est pas spécialement le côté où Khabib serait le plus menaçant, on va dire. A priori, non. A priori, non. Mais Ferguson, c'est la grande inconnue quand même. Il gagne, mais t'as l'impression qu'il est toujours à 2 doigts de perdre. Il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. C'est ça, exactement. Il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. C'est très bien dit, bravo. Merci. Et bravo. C'est très... Il est plaisant à voir combattre parce que ça part dans tous les sens, c'est des coups imprévus, un peu à la Jones, il sort des techniques de coude improbables que tout le monde ne tente pas et personne n'oserait les tenter pour pas se prendre un contre. Mais je sais pas, face à Khabib, moi j'ai pas l'impression qu'il pourrait vraiment le mettre en danger. Il a beau faire du jiu-jitsu, si ça va au sol, je pense qu'il a aucune chance. Il va se faire piétiner par Khabib. Debout, je pense qu'il manque un peu de puissance. Ces 2 dernières sorties de Tony, moi, m'ont pas forcément convaincu. Face à Cerrone, bon, voilà, il a quand même un peu de chance de finir le combat comme ça. Face à Pettis, c'était quand même très très compliqué. Il perdait le combat avant que Pettis se casse la main. Ouais, c'est pas mon choix numéro 1. Pour moi, Ferguson, c'est pas l'arme anti-Khabib. Et si vous voulez que je vous donne, quoi, pour moi, l'arme anti-Khabib, c'est Justin Gaethje, qui est un très bon lutteur, mais qui aime pas aller au sol, qui aime pas utiliser sa lutte, qui veut striker à tout prix, lui, qui est prêt à prendre 50 coups dans la tête pour en mettre 60. Du coup, je pense qu'il va pas faire beaucoup de combats dans sa carrière parce qu'il a déjà pris beaucoup de coups. En plus, il a très mal démarré avec une série de 3 défaites à l'UFC. Or, je crois quand même qu'il a les armes parce qu'il adore aussi se battre. Il est puissant et je pense qu'il peut créer une grosse surprise face à Khabib. S'il y a une arme anti-Khabib, pour moi, c'est Gaethje. Et il a surtout des low kicks parmi les meilleurs de l'UFC. C'est vrai que ça pourrait avoir son importance. On verra ça dans les prochains mois. En tout cas, si Dana White a besoin de matchmaker, on est là. Maintenant, on peut appeler Jérôme. Voilà, on va appeler Jérôme. Maintenant, on va parler du bare knuckle. Donc, le bare knuckle, on en parle de plus en plus. C'est la boxe, en fait, à main nue. Donc, qui est la première forme de boxe, finalement, qui fait un retour sur le devant de la scène aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment. Il y a différentes organisations qui remettent ça un petit peu au goût du jour avec des combats d'envergure entre anciens boxeurs champions du monde et anciens athlètes UFC. Donc, pour l'instant, il y a des combats qui font le buzz sur Internet et sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, Alessandro, c'est une bonne chose ou on se rapproche beaucoup trop du côté show et là, c'est un peu le côté gladiateur? Moi, je suis pas fan. Pour être honnête, c'est vraiment pas mon truc. Je trouve que ces combats sans gants, en plus, t'as l'impression quand tu vois la fin des combats, la tête des mecs.
Enfin, ça fait vraiment, je suis désolé, mais ça fait bagarre de rue, ça fait un peu comme dans Fight Club, quoi. C'est un petit peu, je trouve que c'est dur à regarder en plus parce qu'ils se mettent des mandales terribles. Et tu vois tout de suite que les visages sont marqués, tu vois du sang partout. Bon, le sang, c'est pas un problème, mais tu vois vraiment que c'est super violent parce que quand t'enlèves les gants, tu prends vraiment des vraies droites, quoi. Et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Les gants protègent quand même beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais les gants, ça protège pas tant que ça. Et puis, au final, la répétition de coups, ça peut faire des dommages cérébraux. Ok. Mais là, je trouve que c'est vraiment, ça va. Enfin, vraiment, je suis pas fan. Je trouve ça me met mal à l'aise en fait quand je regarde ça. Ça me répugne. Quand on voit les visages tuméfiés, c'est clair que c'est assez choquant. Toi, qu'en penses-tu, Florian ? Mais je dois reconnaître, ça va peut-être un peu des propos de vieux cons, mais je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, quelque part, c'est de la boxe. Les boxeurs qui sont des bons boxeurs vont continuer à faire de la boxe. Ils vont pas aller se risquer à se faire soit mal au visage, soit mal au poing en faisant des combats à main nue. Moi, j'ai regardé un peu le combat de Lobov, là. Et c'est vrai que d'un côté, les mecs qui finissent ensemble, et d'un autre côté, ils passent quand même plus de temps à se rater qu'autre chose, j'ai l'impression. Donc, quelque part, le niveau technique, il va rester du côté de la boxe traditionnelle, avec des combats qui vont être plus intéressants, plus élégants, largement supérieurs techniquement. Et puis ensuite, c'est vrai que moi, au MMA, ce qui m'intéresse, c'est la vaste palette technique des combattants, quoi. Tout ce qu'ils peuvent faire. C'est pas juste les poings, c'est les pieds, c'est les coudes, c'est tout le travail au corps, c'est le grappling, c'est le sol et tout ça. C'est vachement plus large. Donc c'est vrai que je vois pas très bien ce que ça apporte de plus. Sinon, le côté, c'est un nouveau truc, c'est des poings nus, puis il y a du sang. Je suis pas convaincu par l'aspect sportif de la discipline. Mais voilà, peut-être que je suis trop vieux. Mais parce qu'il y avait le plus gros combat de Moi, je suis jeune et je pense pareil. Très bien. Merci. Jérôme, le combat Artem Lobov-Poli Malignaggi qui était le plus gros combat de l'histoire, on va dire, de cette discipline. D'un côté, donc Artem Lobov, combattant de MMA, pas le plus technique, mais qui est surtout connu pour être le sparring partner de Conor McGregor. Et de l'autre côté, Poli Malignaggi, qui est un boxeur ancien champion du monde, mais c'est un boxeur qui surtout tournait autour de son jab et qui outpointait ses adversaires, donc il gagnait souvent à la décision. Donc là, quand t'enlevais les gants, ça pouvait poser problème. Et toi, qu'as-tu pensé finalement de ce combat-là, qui a fait énormément parler ? Alors, au début, je voulais prendre le contre-pied de mes deux collègues, mais en fait, non, je vais pas mentir. Voilà, le bare knuckle, j'ai un peu de mal. Le combat dont tu parles, voilà, déjà, le bare knuckle, donc, sans gants, le premier truc on n'a pas l'habitude, en fait, d'entendre des coups portés sans gants. C'est un bruit très particulier qui fait très bizarre à l'oreille. On l'entend dans la rue quand on assiste à une bagarre, mais on n'a pas l'habitude de ça dans des salles de sport. C'est très bizarre. Moi, ça met plus mal à l'aise presque que de voir les coups. Et comme disait Florian, on n'a pas de gants, donc on va pas frapper de la même façon. Si on frappe comme en boxe anglaise, en vissant bien ses coups, en frappant avec le bon endroit, on va se péter la main. Donc les gars, là justement, la plupart des mecs finissent avec la main cassée. Ouais, mais ils frappent pas correctement. Ils frappent mal, c'est pas très joli. L'élégance est vraiment pas là. Ça manque de précision. Donc le combat en lui-même, il y avait, c'est sympa, ils ont un bon jeu de jambes et la technique est là malgré tout, mais voilà, c'est pas très beau, c'est pas très efficace. J'ai un peu de mal aussi avec ça et je me lèverai pas la nuit pour voir un combat de bare knuckle, très clairement. Pour toi, Sandro, est-ce que finalement ce sport-là est, on va dire, atteint déjà ses limites avec ce combat-là ? Ils pourront pas aller plus haut et faire des événements, on va dire, plus propres, entre guillemets ? Ouais, je pense. Je pense que... Alors là, il y a un public, effectivement, il y a un petit public qui s'est réveillé depuis 2-3 ans. Aux États-Unis, ça s'est réveillé un peu. En Angleterre, alors on sait que c'est l'ancêtre de la boxe anglaise, mais qui a toujours eu une espèce de tradition, mais c'est une tradition un petit peu de cave, comme on dit. Ils font... Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, à un moment, les combats étaient organisés dans des caves. Alors, en plus, en Angleterre, c'est très particulier parce que c'est ni légal ni illégal. Il y a des assurances qui sont derrière. Il y a une organisation anglaise qui organise des événements. Alors, il y a une autorisation de la police. Il y a des assurances, mais il n'y a pas de licence. Donc c'est très bizarre comme cadre légal. Et je pense franchement qu'il y a un petit public effectivement, mais je pense que ça n'ira pas au-delà parce que visuellement c'est quelque chose où il y aura toujours un frein. Les gens vont pas apprécier le côté spectacle. Il y a pas vraiment ça fait trop bestial. Je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais je pense que non, ça ira pas plus loin. Ouais, et puis les combattants sont sacrifiés. Enfin, je veux dire, Lobov, c'est quand même un mec
alors qu'on aimait bien le voir se faire casser la gueule, mais disons... non, mais c'est vrai, il était là pour ça. Enfin, je sais pas. Mais il est toujours là courageux. pour ça. Et je veux dire, c'est un mec de l'UFC qui a pas très bien réussi à l'UFC, un ancien champion du monde, mais bon... Enfin, voilà, c'est un peu des portes humilié par Conor. Ouais, il y a cette histoire aussi. Non, mais c'est un peu une porte de sortie pour des mecs qui n'ont pas réussi dans d'autres domaines. C'est l'impression que ça me donne, et qui sacrifient quelque part leur corps, parce que le coup des points, je veux dire, au bout d'un moment, c'est plié, quoi. Je veux dire, tu fais des fractures à la main, c'est réglé. Donc j'y crois pas trop non plus. Après, c'est toujours la même chose avec les sports de combat, c'est une histoire de marché aussi, parce qu'on imagine vraisemblablement que s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas d'autres propositions, parce qu'on a vu Chris Leben, qui est lui une légende, on va dire du même à sa façon, qui est obligé de qui est obligé de revenir à combattre au bare knuckle, ou même Johnny Hendricks, complètement rincé pour le MMA, qui combattait aussi. Vraisemblablement, c'est qu'ils ont besoin d'argent, et donc ils ont cette option. C'est ça, le bare knuckle, ça traduit quand même quelque part... un sport, voilà, c'est la boxe du pauvre, mais sans que ça soit vraiment péjoratif. Hein. C'est la boxe du pauvre, c'est souvent les gars qui font ça, ils te disent qu'ils préfèrent faire du bare knuckle que de faire de la boxe, parce qu'ils ont un petit côté sauvage, ils veulent faire mal, se faire mal aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'autodestruction dans cette pratique du sport, ou alors des mecs, effectivement, comme Johnny Hendricks, qui est au fond du seau, et qui a besoin d'argent, parce que son exploitation agricole marche pas, et qu'il a tout perdu. Il y a une espèce de désespérance dans ce sport qui me gêne aussi un petit peu, ouais. Peut-être plus que la violence qu'on peut voir. Et puis on a un marquis de Queensberry qui s'embêtait à faire des règles. Pourquoi tout remettre en cause 100 ans plus tard, non ? Pourquoi, voilà, en 2019. Bien, messieurs, c'est déjà la fin du non 4e épisode. Eh oui, comme à chaque fois. On aimerait rester toute la journée ensemble, mais non. C'est vrai. Il faut clore cet épisode. Donc merci beaucoup Florent Aiglin d'avoir fait le déplacement depuis la Suisse pour nous voir. Merci à vous tous. Et je rappelle ton dernier livre, donc En pleine lumière aux éditions BSN Presse. Merci chères auditrices et auditeurs d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast KO de l'équipe, qui est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast et toutes les plateformes habituelles. À la prochaine.